Tout de suite, on reçoit notre entreprise du jour. Il s'agit de Cybergun Group, acteur mondial du tir de loisirs, qui vient de publier ses semestriels et qui annonce un contrat avec la police et la gendarmerie française. Son vice-président, directeur général, Hugo Brugière, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parlez-nous un petit peu de votre activité, le tir de loisirs. Que fabriquez-vous au juste ? Alors ça va plus loin effectivement même que le tir de loisirs. C'est comme ça que vous vous présentez. Oui, alors on est acteur mondial dans le tir de loisirs, mais on va un peu plus loin que ça puisque on a en fait deux divisions chez Cybergun aujourd'hui. On a une division civile qui fait effectivement du tir de loisirs et on a une division militaire qui conçoit, qui développe et qui fait fabriquer des produits d'entraînement, ce que nous avons annoncé donc il y a quelques jours. Et c'est là-dessus que vous comptez pour accélérer votre croissance sur le volet militaire. Exactement. Parce que votre métier d'origine, qui est sur l'airsoft, n'est pas suffisant. Faut dynamiser tout ça. Oui, c'est un peu l'idée. En réalité, Cybergun est effectivement l'un des leaders mondiaux dans le tir de loisirs par les licences exclusives que nous avons. Notre business model, c'est d'avoir signé il y a quelques années des licences mondiales exclusives avec les plus grands manufacturiers d'armes et de se servir de ces licences exclusives pour faire des reproductions des armes réelles en utilisant la technologie de l'airsoft, qui est la technologie de l'air comprimé qui propulse un projectile. Et donc effectivement, sur le marché civil, Cybergun a connu des années assez noires depuis quelques années, qui a conduit d'ailleurs à notre reprise. Et effectivement, nous avons deux grands axes stratégiques sur lesquels nous sommes en train de nous baser. C'est le B2C et donc le développement de la vente directe aux consommateurs d'une part, et le marché militaire d'autre part. Semestriel, avec un chiffre d'affaires en progression de 1%, en pro forma, je dis pro forma parce qu'il y a des acquisitions, 19 millions d'euros. Parlez-nous justement de cette première partie de l'année, enfin de ce semestre écoulé, qui a été marqué par quoi? 3 acquisitions, je crois. 3 acquisitions, exactement. 3 acquisitions sur le marché civil, des acquisitions dans le B2C qui nous permettent aujourd'hui de détenir à peu près 40 à 50% du marché français de l'airsoft en B2C. L'idée aujourd'hui est véritablement de réfléchir à l'écosystème du marché de l'airsoft en France, qui est petit à petit en train de mourir ou de disparaître en fait. Comme on se retrouve face à beaucoup. Ça m'a l'air d'être une activité quand même très. C'est une vraie niche. Très pratiquée. C'est une vraie niche, une activité très pratiquée, mais c'est une activité dont le réseau traditionnel que l'on connaissait, c'est-à-dire le réseau traditionnel des boutiques, est comme dans tous les autres secteurs en train de prendre une claque pharaonique par l'internet et par tous les réseaux internet. Donc on a donc fait ces acquisitions là pour rentrer sur ce créneau de l'internet. Donc vos objectifs maintenant en termes de rentabilité, alors j'ai vu que vous aviez quand même considérablement maigri quand même en termes d'effectifs. Moins qu'on puisse dire. Oui. Et ça va continuer ça? Moins qu'on puisse dire. Non, là on commence à être arrivé à un bon niveau. Alors on a annoncé effectivement une réduction avec un plan social où on a un plan de réduction des effectifs sur la partie B2B, mais de l'autre côté nous reprenons plus de personnes sur la partie B2C. On est dans une réorientation stratégique. Donc la restructuration là elle est achevée, vous diriez? La restructuration, je pense qu'elle est globalement achevée. C'est la première fois que Cybergun peut annoncer une croissance sur un semestre depuis pas loin de 6 ans. Donc oui, la restructuration est achevée. Maintenant, il faut délivrer. On est conforme aux objectifs que l'on s'était fixés, même aux États-Unis. Voilà, j'ai lu dans votre communiqué que c'était difficile aux États-Unis. C'est très difficile aux États-Unis, ce qui est assez étonnant. En réalité, la vente d'armes et la vente de répliques d'armes aux États-Unis a pris un coup après l'élection de Donald Trump aux États-Unis. C'est logique, c'est très logique, mais on. Parce que c'est le défenseur des armes, donc on s'est dit. En fait, les Américains se ruent sur les armes quand ils ont un doute. C'est exactement ça. Sur leur 6 mois avant l'élection, de continuer à en avoir. C'est ça. Donc c'est normal. Ce qui est important, c'est qu'on est au budget. On est au budget aux États-Unis. En Europe, on croît de plus 30%, ce qui est quand même une vraie croissance. Et même en normatif, sans les acquisitions et sans le proforma, on était en progression. Ce qui est aussi complètement nouveau. Et l'Asie, ça marche bien aussi. Et l'Asie, on est à plus 93% sur le semestre par rapport au semestre dernier. Alors parlez-nous un petit peu de ce contrat d'1,5 million d'euros avec la gendarmerie, la police. C'est pour des répliques d'entraînement à air comprimé, c'est ça? Exactement. Exactement. C'est une division qu'on a montée il y a 1 an et demi, qui est dirigée par le général Morin, qui a commandé l'école de l'infanterie française et qui est venu chez nous pour relever ce défi. Donc on va livrer une première phase. Il y a 3 phases sur le programme d'équipement. Il y a une première phase donc pour 1,5 million et pour à peu près 2300 armes qui vont être livrées avant la fin du mois de décembre à la gendarmerie nationale pour s'entraîner. En fait, ce sont des armes qui n'ont aucune, d'abord ce ne sont pas véritablement des armes, ce sont des armes d'entraînement,
mais ce ne sont pas les armes, elles ne sont pas classifiées comme telles, donc il n'y a pas d'armurerie, il n'y a pas de contraintes, et puis c'est un coût extrêmement neutre, puisque pour un coup par tir, c'est 0,004. Donc on va avoir des forces de l'ordre qui vont s'entraîner toute la journée à un coût profondément ridicule et dérisoire pour le budget de l'État. Et c'est des armes qui sont en métal, elles ne sont pas en plastique. Oui, bien sûr. Vous fabriquez maintenant des répliques qui ressemblent vraiment surtout sur le marché originaux. militaire. Surtout sur le marché militaire où la réplique d'arme doit avoir exactement les mêmes caractéristiques que l'arme réelle. Sinon, l'entraînement n'a pas d'intérêt. Donc elles ont le même poids, elles ont le même centre de gravité, elles ont exactement les mêmes fonctionnalités, elles ont la même utilisation, le même montage, le même démontage. Tout est pareil que l'arme réelle. Vous avez repris, avec un groupe d'investisseurs, donc Cybergun fin 2014, c'est ça. Sévère restructuration, le cours du titre ne décolle pas. Non. Et là, vous nous dites, c'est la première fois qu'on annonce quelque chose en 6 ans, qui fait que voilà, c'est peut-être la fin du pain noir pour les actionnaires. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces actionnaires? Moi, je le pense, mais si vous voulez, l'histoire de Cybergun est une histoire de déconvenue en déconvenue pendant des années, et j'ai entendu tout ce qui s'est passé sur les marchés. Les gens se sont imaginés que parce qu'on est arrivé, on allait tout d'un coup sauver la boîte en un an et qu'on allait faire un retournement. C'était quand même une boîte qui était profondément plantée. Elle est pas loin de 50 millions d'euros de dette pour 50 millions de chiffre d'affaires quand on a pris. C'était au bord du dépôt de bilan. C'était au bord du dépôt de bilan. Si on n'avait pas sauvé, Cybergun aurait été au tapis. Moi, je pense que ce qui est important pour les actionnaires, c'est quoi? C'est que les actionnaires que nous sommes avons mis des millions aujourd'hui dans cette boîte, des millions. On est à plus de 20 millions. Vous êtes impliqué, bien sûr. On est à plus de 20 millions. Donc vous souffrez quand vous voyez aussi le cours de bourse baisser, parce que là, on est à 60-70 centimes. Oui, bien sûr. Bon, quand on regarde, bien entendu, combien était le titre en 2011, ça n'a rien à voir. On était à plus de 100 euros. Vous, personnellement, vous êtes entré à combien? On est rentré à 33 centimes à l'époque. Donc, depuis qu'on a regroupé, ça veut dire qu'on est à 3,30 par rapport à ça. Bien sûr que je souffre quand je vois le cours et que ça ne m'amuse pas, beaucoup. Maintenant, je me souviens aussi quand on est arrivé où tout le monde a dit voilà, des investisseurs, un fonds d'investissement. Alors, c'est pas du tout un fonds d'investissement, c'est un family office. Il n'y a que des investisseurs privés et particuliers qui sont dedans, qui ont des moyens et qui ont une puissance financière. Il y a Claude Solars qui est aussi avec nous, qui est le vice-président du groupe Paprec, qui a aussi un petit peu de moyens et de liquidité devant. Tout le monde nous a dit ils vont arriver chez Cybergun, ils vont découper la boîte, ils vont en sortir. On est là pour du long terme. Donc oui, ça m'amuse pas de voir le cours de bourse dévisser. Mais ce que j'ai dit depuis le début, c'est si les gens cherchent quelque chose pour faire une plus-value en intraday ou pour faire de la plus-value à 1 semaine ou à 2 semaines, qu'ils aillent voir ailleurs que dans le cours Cybergun. Bon, perspective intéressante avec l'armée, la police, la police, la gendarmerie. Oui, c'est l'armée, la gendarmerie. Oui. Qu'est-ce qu'on va suivre d'autre là dans les mois qui viennent du côté de Cybergun? Il y a deux choses qui vont. Il y a deux choses qui vont. On va ouvrir les perspectives un petit peu. Il y a deux choses qu'il faut regarder de près. Il y a ce département militaire qu'il faut continuer à regarder de près parce que quand on l'a annoncé, tout le monde a dit on attend. Il est une chose de vendre quelques répliques d'armes à quelques unités de police à droite et à gauche et de signer un contrat avec l'État français qui nous achète 2300 armes d'un coup, plus ensuite un certain nombre d'autres livraisons. Ça veut dire que l'idée est bonne, ça veut dire que le concept fonctionne. Parce que vous avez lancé cette idée. Jusqu'à maintenant, la police, la gendarmerie utilisaient des armes réelles. Utilisaient des armes réelles. C'est vous qui les avez convaincus d'utiliser des répliques. Exactement. Donc ça, et sans trahir trop de secrets, je peux vous dire que sur le département militaire dans son ensemble, les marges sont plus que très convenable. Il y a de la concurrence sur le créneau ou ça va à peu près? Très peu. On a une exclusivité mondiale sur des licences, donc on va avoir des concurrences sur des produits qui pourraient s'en rapprocher, mais pas d'airsoft. C'est-à-dire que si quelqu'un veut de l'airsoft en, par exemple, Sig Sauer SP2022, comme c'est le cas de la police nationale, les armes de la police nationale en dotation, il n'y a pas le choix. Il faut qu'ils viennent chez nous. Et est-ce que ce climat où on investit de plus en plus dans la sécurité depuis les vagues d'attentats que l'on sait, est quelque chose qui contribue justement à votre activité? Oui, bien sûr. On communiquera d'ailleurs dans les jours à venir, sans doute ce soir ou demain, sur Milipol et sur ce que nous avons fait à Milipol, qui a été l'un des plus beaux salons qu'on ait fait depuis ces 3 dernières années. Donc bien sûr, il y a un climat général pour l'entraînement qui est extrêmement favorable et partout dans le monde. Parce que, on veut entraîner et entraîner de plus en plus, et 2, on veut entraîner à moindre coût. Et aujourd'hui, c'est le véritable enjeu des armées, c'est d'arriver à s'entraîner à moindre coût. Très bien, merci beaucoup Hugo Brugière d'être venu nous parler de Cybergun, dont vous êtes le vice-président et directeur général et qui vient de publier ses semestriels. À bientôt. Merci à vous.